pour la lettre R, nous allons parler d'une compétence, d'une faculté absolument centrale, la raison et la rationalité. L'enseignement de la philosophie, qui traditionnellement a toujours été mis en place à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte, a toujours été conçu sous l'égide d'un mythe. Un mythe selon lequel les enfants seraient incapables de raisonner, incapables d'avoir une rationalité logique. Ils ne posséderaient donc pas les capacités intellectuelles nécessaires pour pratiquer la philosophie. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que les enfants sont doués de raison, et donc est-ce qu'ils sont capables de philosopher avec cette raison, ou est-ce qu'ils sont condamnés à être dans l'irrationalité? C'est un argument qui est récurrent, que j'entends depuis 15 ans. Cette idée finalement que les enfants sont incapables de philosopher. Alors qu'est-ce qui est donné effectivement, disons, comme argument? D'une part qu'ils ont un langage qui est trop simple, qui n'est pas suffisamment, disons, sophistiqué. Alors comme on ne peut pas penser sans parler, le langage serait un obstacle. Deuxièmement, donc ils ont peu d'expérience finalement, disons, dans la vie. Donc comment pourraient-ils réfléchir sur leur expérience, parce qu'ils en ont très très peu. Leur troisième argument, l'esprit logique ne serait pas développé chez eux. Là, il y en a beaucoup qui évoquent un petit peu les stades de développement donc, de Jean Piaget, donc sur la question. Et puis, dernier élément, ils n'ont pas suffisamment de connaissances. Et donc, n'ayant pas, disons, suffisamment de connaissances, ils ne peuvent pas se retourner sur les connaissances acquises donc, pour en tirer toutes les leçons. C'est ce qu'on appelait un petit peu donc, la question de l'âge du philosopher, avec cette espèce de métaphore du couronnement où la philosophie viendrait couronner. C'est l'image au Moyen-Âge d'une femme, la philosophie, qui est toute seule au sommet, puis ensuite il y a toutes les autres sciences donc, qui sont un petit peu donc, dessous. Et donc voilà un petit peu donc, les arguments donc, qui sont donnés. À mon avis, ces arguments sont extrêmement critiquable. Alors d'une part parce que quelle que soit l'expérience qu'ils ont, ils ont déjà une expérience. Quel que soit, disons, le développement de leur langage, à moins de vraiment d'incapacité cognitive, disons, avérée, qui a un langage peut commencer à mettre des mots sur son expérience et donc commencer à élaborer une vision du monde. Troisièmement, les stades de développement, disons, de Piaget sont remis en question par la psychologie cognitive, disons, contemporaine. Et moi, j'assiste par exemple à des quasi-raisonnements, disons, hypothético-déductifs dès l'âge de 6-7 ans, contextualisés, mais donc effectifs. Et puis ensuite, je veux dire, à partir du moment où on a un langage, où on a des expériences, où on est capable, disons, de mettre des mots, disons, sur son expérience, on commence à ce moment-là. Donc cette métaphore du couronnement, finalement, elle n'est pas fondée. Et précisément, donc, si l'on y croit, on ne fait rien pour que quelque chose se passe avec les enfants. Et si on pense au contraire que c'est possible, à ce moment-là, l'horizon s'ouvre. Est-ce que vous avez des exemples, des souvenirs avec des groupes d'enfants où vous avez vu cette faculté de raisonner de façon tangible, dans des raisonnements spécifiques? Par exemple, quand les enfants sont capables de penser, de passer d'exemples, alors ils répètent, disons, les exemples. Par exemple, on avait pris l'exemple de l'amitié, donc Valérie est mon ami, Laurent est mon ami, etc. Et le moment où ils passent, disons, de l'exemple qu'ils donnent aux attributs communs à ces différents exemples pour esquisser à ce moment-là, disons, une définition. D'ailleurs, ça c'est la faculté d'abstraction empirique, selon Piaget. C'est ça. Pour lui, ça a commencé à 12 ans, cette faculté de comparer dans l'empirie des exemples et en regardant ces différents exemples, d'abstraire une définition. Pour lui, ça arrivait vers 12 ans. Donc là, on voit que ça paraît bien avant. Britt-Marie Barthes a mis au point une méthode qui s'appelle la méthode d'induction guidée par contraste, où on peut très très bien, en faisant des tas où il y a l'élément, et puis ensuite des tas de contre-exemples où il n'y a pas l'élément, arriver à trouver quel est l'élément commun et quelles sont ses caractéristiques. Donc les enfants, disons, en sont capables. Simplement, disons, Piaget, lui, il a fait ses tests, si vous voulez, donc en laboratoire, alors que nous agissons dans des classes, c'est-à-dire en situation réelle. Et donc les résultats empiriques, voir par exemple les recherches, disons, de Bandura, disons, sur la question, les recherches empiriques montrent que les enfants sont capables beaucoup plus tôt, disons, de raisonner. Et d'ailleurs, est-ce que justement la raison, la rationalité des enfants peut être titillée, peut être encouragée dans son émergence par des exercices? C'est comme un muscle. C'est-à-dire que si on l'utilise, il commence, disons, à se développer. Et donc plus on va habituer donc, les enfants à penser,
plus ils s'entraîneront à penser, plus ils penseront. Donc plus on les met dans un cadre où ils doivent faire appel à une raison qui est en train de s'épanouir, plus elle s'épanouira. C'est un problème d'apprentissage. L'apprentissage demande de la répétition, demande du temps, demande l'exercice d'une capacité. Donc il s'agit bien de mettre en action une puissance rationnelle. Tout à fait. L'autre argument qu'on utilise souvent pour décrédibiliser la capacité des enfants à être rationnels, c'est l'idée qu'ils seraient enfermés dans un monde affectif, dans un monde de sensations et dans un monde du coup d'irrationalité. C'est par exemple le point de vue de Descartes qui considérait que l'enfance c'était un âge obscur dans lequel on était dans les ténèbres des affects, des passions, etc. Donc finalement, pour vous, est-ce que les enfants sont capables de s'extirper du monde de l'affect et de l'irrationalité et de voir le monde avec justesse? Ou est-ce que finalement ils sont condamnés à être quand même empêchés par cette... Il n'y a pas que les enfants qui sont pris par leurs affects, les adultes c'est exactement la même chose. Pour animer un café philo depuis 21 ans, j'ai remarqué que très souvent les adultes sont complètement pris aussi, disons, par leur passion. Alors c'est vrai que l'affect est très ambigu dans la philosophie avec les enfants, c'est-à-dire que d'une part c'est le support de la motivation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas désir quelque part, désir de savoir, bon, on ne philosophe pas. Donc l'affect, il a cet aspect positif que c'est une énergie, disons, mobilisable. Mais c'est vrai aussi que l'affect peut, quelque part, disons, un petit peu paralyser. Donc il faut avoir une réflexion avec les enfants sur les émotions, et notamment quand ils sont très jeunes. Il faut qu'ils puissent les exprimer, ça c'est un point qui est très important, les décrire, puis ensuite essayer d'analyser un peu quelles sont leurs conséquences. Bon, un enfant peut très bien savoir, être capable de décrire les conséquences, par exemple, disons, de la colère, essayer de réfléchir, par exemple, quelles sont leurs causes. Par exemple, un enfant peut dire je me suis mis en colère simplement parce que j'étais jaloux de mon frère, etc. Donc il y a tout un travail qui peut être fait sur l'expression et l'analyse, disons, des émotions. Donc finalement, au lieu de décrédibiliser la rationalité des enfants à cause des émotions, on va plutôt utiliser la rationalité des enfants pour analyser les émotions et apprendre à les... Tout à fait, d'autant plus que la sensibilité peut être un enracinement pour... quand on travaille par exemple sur des albums de jeunesse, disons, ou des mythes, etc., on fait travailler la sensibilité et l'imagination. Et j'ai remarqué qu'une reprise réflexive de ce qui a été travaillé par la sensibilité et l'imagination est beaucoup plus productive au niveau conceptuel que si on attaque d'emblée comme ça le concept dans sa nudité, dans son abstraction et un petit peu dans sa rigidité, quoi. En tout cas, comme vous dites, j'ai l'impression que pour finir, on peut dire que c'est le sort peut-être de la condition humaine et pas seulement de la condition enfantine, d'être dans cette dualité entre raison et sentiment. Tout à fait.